Et ça ouvre à nouveau des questions voilà, qui traversent la journée d'aujourd'hui. Et sans plus tarder, je propose au public de poser ces questions voilà, à nos trois intervenants. Et... Question là, oui. Oui, c'est une question pour Olena Stiachrina. Vous venez de faire un exposé fort intéressant sur Donetsk qui renverse un peu l'image qu'on a de cette région. L'été dernier, j'étais à Lviv et j'ai eu l'occasion d'interviewer Vitaly Mansky, qui est un documentaliste originaire de Lviv et qui a fait un film, je crois, il y a quelques années de cela, sur sa famille en Ukraine, dans différentes parties de l'Ukraine. Et il m'a dit qu'à Donetsk, où il s'était rendu après 2014, il était indéniable qu'une grande partie de la population, je ne sais pas dans quelle proportion, était plutôt pro-russe. Alors il mettait ça sur le compte de la propagande, notamment télévisée, mais pour lui, il était indéniable qu'il fallait tenir compte de ce sentiment pro-russe qu'il y avait et du fait que la langue russe était majoritairement utilisée par cette partie de la population. Voilà, que pensez-vous de ce point de vue de Vitaly Mansky ? Я не можу коментувати Je ne peux pas donner des commentaires sur les pensées et les sentiments de Vitaly Mansky. Je ne peux que partager ma propre expérience, ce que moi j'ai vu de mes propres yeux. Ce que je vois, Vitaly Mansky a raison, parce qu'il y a des villes et des villages en Ukraine où le projet soviétique a eu du succès, pas seulement dans la région de Luhansk et de Donetsk. Il y a d'autres territoires où la propagande a réussi. Mais je ne peux pas dire que c'est un succès total, que c'est toute la population qui partage ces impressions. C'est une très grande exagération, une exagération globale. C'est pas vrai. C'est comme si on disait, ouais, en Ukraine, il y avait des milliers de dissidents et on disait que l'Ukraine a toujours voulu être un pays soviétique. Voilà. Ici, c'est la même logique, c'est pas vrai. Donc ici, on parle au nom de ceux des Ukrainiens, parce que quelqu'un doit être ici, quelqu'un doit présenter ce point de vue. Merci. Bonjour, j'ai une question pour Alena aussi, Olena, qui concerne ce que vous avez dit au début de votre exposé sur la manière dont la propagande soviétique associait les Ukrainiens, la langue ukrainienne, à l'idée nationale ukrainienne, au nationalisme et au fascisme. Et vous avez aussi évoqué le capitalisme. Et la question que j'ai, c'est quand vous avez présenté le Donbass comme une région industrielle, est-ce qu'il n'y a pas aussi une opposition dans la propagande entre un cœur industriel dans le Donbass et des paysans qui sont précisément favorables au capitalisme, ou à une forme de capitalisme rural, et une forme de mépris envers le monde paysan, qui serait le monde paysan ukrainien, nationaliste, proto-capitaliste. Vous voyez, une opposition entre monde ouvrier et monde paysan.
Чесно кажучи, щоб À vrai достойно dire, кваліфіковано відповісти на це je ne peux питання, pas vous donner une потрібні хороші соціологічні réponse опитування, tout de suite parce які que pour були vous зроблені répondre, до il війни. faut faire des études Можливо, sociologiques. це не знаю. On aurait dû les faire avant la Я guerre, точно peut-être. знаю, On en a що fait, mais je ne suis pas au прорадянський courant. сентимент є присутнім там, Je sais que les vues pro-soviétiques sont parfois présents dans les régions des mines, dans des petits villages, dans des cités autour des mines. C'est pas un vrai village, c'est pas une vraie ville, c'est une sorte de cité avec des gens qui habitent dans des résidences privées, qui ont leur propre potager, donc des semi-paysans. Et ces gens-là, ils sont toujours assez pro-soviétiques parce qu'ils se souviennent que pendant l'Union soviétique, leur vie était meilleure. Je pense que dans les cités minières, partout dans le monde, les sentiments sont les mêmes depuis que les mines sont en déclin. Dans les régions de Donetsk, de Luhansk, leur population ont montré une belle résistance, surtout les habitants des régions agricoles. Ils ont formé des bataillons pour protéger l'Ukraine. Ils ont été les premiers à aller protéger l'Ukraine. Donc, je ne peux pas vous donner une bonne réponse. Veuillez m'en excuser. En fait, j'ai deux questions, une à Lina Trimova et une à Petro Negura. Pour Lina, en fait, je voulais savoir, parce que, bon, enfin, toute cette histoire que tu as faite, tu l'as arrêtée quelque part maintenant. Or, comment t'accroches ça avec le fait que la Tchétchénie, aujourd'hui, d'un côté, c'est un support total de Moscou, d'un autre côté, il développe une idée nationaliste très forte, l'islam est très importante. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font de cette histoire des déportations ou des héros qui portaient l'islam? Parce que c'est aussi cohérent avec leur récit national aujourd'hui. Donc, comment ça se... Toi, tu as dit que c'était finalement confiné dans un village, mais on pourrait très bien imaginer qu'ils l'utilisent. Sauf erreur, quand il y a eu les guerres de Tchétchénie, avant les guerres de Tchétchénie, les déportations étaient vraiment très mises en avant. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils n'utilisent pas aussi ces formes de résistance comme une héroïsation de leur histoire? Ça, c'est Et pour Petrou, je me demandais comment aujourd'hui, cette littérature résistante, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, cette littérature, donc ces oppositions, est valorisée ou pas dans une logique d'éloignement de la Russie? Et est-ce que ces écrivains que vous évoquiez sont utilisés pour justifier un éloignement de la Russie, voire un rapprochement fort avec l'Europe à travers la Roumanie? Est-ce que c'est donc pour faire un pont entre vos deux interventions et les situations contemporaines? Oui, merci pour votre question. Je pense que c'est difficile, c'est une question très complexe, surtout parce que c'est vrai, les mémoires historiques des Tchétchènes est fortement imprégnée par la lutte contre l'Empire russe et soviétique. Et donc, de dégager tous les éléments de résistance de cette mémoire est juste impossible. Et je pourrais aussi présenter des photos de démantèlement des monuments, par exemple, qui ont été érigés à l'époque de l'indépendance, dans les années 90, qui ont été démantelés par Kadyrov. Je pourrais aussi vous montrer des photos des musées qui existent, entre guillemets, mais qui en réalité sont assez vides. Donc, c'est vrai, il existe comment dire, si on juge par rapport aux effets, aux productions et pratiques mémorielles effectives, les ouvrages qui sortent, etc., on voit bien quand même qu'il existe une censure assez forte. Mais en même temps, c'est assez une position très délicate, parce que Kadyrov ne peut pas
complètement évacuer cette question de la déportation qui reste quand même très, très, très vive dans chaque famille tchétchène. Et je rappelle aussi que c'est le cas pour d'autres populations caucasiennes. C'est pas seulement le cas tchétchène. Voilà, c'est aussi ne pas toujours faire une exception tchétchène. Et par exemple, quand je menais cette recherche, il était clair que ces personnes, elles disaient, enfin les personnes que j'ai interrogées, elles disaient que ça allait pas plaire aux autorités de en parler. Donc il y a quand même une conscience d'une censure. Après, au niveau fédéral, c'est vrai, on a par exemple le dernier exemple de la contradiction et de ces gestes un peu de Kadyrov qui a par exemple amendé le manuel d'histoire fédéral qui condamnait les populations déportées comme des bandits et et effectivement, c'est à la demande des autorités tchétchènes que ça a été changé. En tout cas, ça sera changé l'année prochaine. Mais ça reste quand même des gestes très, très isolés et qui n'ont pas d'effet, en fait, en pratique à la région. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, merci beaucoup pour cette question, vraiment très pertinente. J'ai essayé de montrer dans ma présentation que les relations, d'un côté par rapport donc les relations au pouvoir, notamment au Parti communiste à Moldavie, de ces écrivains par rapport au pouvoir local, et de l'autre côté avec Moscou, était assez parfois suivait une dynamique assez paradoxale. Et donc les écrivains moldaves, ils entraînaient, ils engageaient des alliances avec des écrivains, par exemple de l'Union des écrivains de Moscou, pour les attirer dans leur rapport de force avec les Transnistriens. Et donc, vous voyez, le rôle de Moscou n'était pas complètement neutre. En même temps, parfois, il était une source de légitimité littéraire et politique pour ces écrivains dans leur lutte contre le pouvoir, contre le parti au niveau local et contre le camp transnistrien. Et par contre, en fait, d'ailleurs, cette dynamique se poursuit et se reproduit au fil des décennies suivantes. Par exemple, quand un écrivain plus jeune, dans les années 60, les années 50 et 60, comme était Iwan Drutz, qui était d'ailleurs qui a écrit plusieurs un roman, et plusieurs nouvelles assez intéressantes, du fait qu'ils étaient apolitiques. Il représentait le paysan moldave dépourvu de toute colorature politique du réalisme socialiste. Alors, il a été condamné par le parti, accusé par le parti communiste à Chisinau, à Moldavie. Et donc, ce qu'il a fait, il a pris la route pour Moscou. Là-bas, il s'est installé pour plusieurs, pour toute la période qui a suivi. Il revenait de temps en temps à Chisinau pour prendre des positions assez hardies d'ailleurs, mais il a été discrédité de ce fait-là après coup, donc a posteriori, dans les années 90, pour le fait qu'il s'est évadé, si vous voulez, au sein du diable à Moscou, et alors que d'autres écrivains comme Grigori Villero, qui était un poète qui a écrit des poèmes magnifiques pour les enfants et qui sont éditables jusqu'à maintenant, il a pris une position nettement nationaliste à la fin des années 80 et début des années 90. Et pour ce fait même, il est reconnu jusqu'à aujourd'hui, mais sans aucun doute, comme le poète moldave le plus important. Voyez. Voilà cette lecture a posteriori qui joue. Oui, merci beaucoup pour vos 3 interventions. J'avais une question qui était une question un petit peu transversale, c'est-à-dire que vous avez bien montré ces formes de
résistance c'est peut-être un peu fort, mais d'habileté à contourner ou formes de résistance dans les 3 cas que vous avez présentés. J'aurais voulu savoir s'il y avait des formes de circulation ou de regard posées par ces nations sur l'expérience des autres nations en résistance. Donc, est-ce qu'il y avait des savoirs qui circulaient ou est-ce que chaque expérience était trop singulière pour faire l'objet d'une mise en commun ou d'une réflexion commune? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Les peuples de Donetsk, en fait. На фронте? Under occupation? Oui, bien sûr. Il y a d'exemples innombrables, des histoires innombrables sur la participation d'autres peuples dans le mouvement de résistance pendant l'époque soviétique et maintenant. Bien sûr, il y a toujours des cas assez spécifiques. On peut parler d'une certaine influence de la culture polonaise. Et les Polonais se sont joints à la résistance ukrainienne. Donc les Polonais, ils veulent préserver leur culture, mais à l'intérieur de la culture ukrainienne. Donc, eux, ils se joignent au mouvement des dissidents ukrainiens, ou bien les Ukrainiens russophones. Ils choisissent, par exemple, Alla Orska, une artiste ukrainienne, elle est russe, elle parle russe, mais elle a choisi la langue ukrainienne, elle apprend la langue ukrainienne et elle se joigne à la résistance. Il y avait d'autres formes de la résistance liées à l'origine ethnique et à l'appartenance religieuse. Les Assyriens, par exemple, il y avait une communauté des Assyriens à Donetsk. Pas les Syriens, mais les Assyriens. Cette communauté avait leur propre identité, ils ne se joignaient pas à la culture ukrainienne, ils voulaient publier leurs livres, ils avaient leur propre église, une communauté très fermée. C'était aussi une forme de résistance. Maintenant, il y a des enfants qui ont grandi dans cette communauté, qui parlent russe, qui parlent assyrien, mais ils sont dans l'armée ukrainienne. Ils font la guerre pour la liberté de l'Ukraine. Ils continuent cette tradition. Il y avait une grande communauté de Coréens à Donetsk. Les Coréens qui sont venus s'installer là-bas au début du XXe siècle. Je ne peux pas vous donner beaucoup d'exemples liés aux Coréens parce qu'ils voulaient vraiment devenir des Coréens soviétiques. C'était leur choix et je pense que vers la fin des années 80, ils ont déjà oublié même leur langue. La communauté allemande, il y avait une forte communauté allemande en Ukraine, dans les régions de Donetsk, de Luhansk, de Zaporizhia. Leur résistance était aussi liée aux composants juifs, ukrainiens et polonais. Mais les Allemands étaient surtout attachés à l'idée de revenir dans leur patrie, donc, tout comme les Juifs qui voulaient revenir en Israël. Donc, c'est vraiment beaucoup de tendances très hétérogènes. Donc, souvent, ce sont des traditions qui s'inscrivent dans cette grande ligne ukrainienne, mais il y a d'autres communautés qui se sont restées fermées. Voilà. Merci beaucoup. Alors,
Petrou, si tu as des éléments de réponse, mais sinon, étant donné notre retard, on peut aussi clore cette séance qui a déjà été très riche, mais sans. Oui. Si tu veux. Oui. Donc, je dirais très vite, en fait, que oui, il y a eu des transferts, il y a eu des références à d'autres nations à l'intérieur de l'Union soviétique, mais surtout, par exemple, des intellectuels moldaves avec les écrivains de Kiev, par exemple, mais surtout dans l'entre-deux-guerres, où Kiev était une sorte de capitale pour la petite république autonome moldave, avec capitale à Tiraspol. Et donc, quand c'était un pôle de pouvoir, un pôle relatif, bien sûr, dans l'après-guerre, les relations étaient surtout avec Moscou. Et donc, c'est surtout des pôles de pouvoir qui étaient des points d'attrait pour ça, et non pas d'autres provinces soviétiques. Mais à la fin des années 80, c'est les républiques baltes et peut-être l'Ukraine occidentale qui étaient devenues des modèles en fait d'action nationaliste, pour les nationalistes moldaves. Voilà. Merci beaucoup. Merci encore aux 3 intervenants. Et on reste, puisqu'il y a cette table ronde se terminera sur une lecture de poèmes du célèbre poète ukrainien Vassil Stus, donc toujours par Sophie Lévich et Nikita Gouzovski.